Bonjour et bienvenue aux actualités TVCO. Au sommaire cette semaine, les wax pens, une nouvelle tendance dangereuse qui vise les jeunes. Zip Saguenay-Charlevoix en mission d'éradication des espèces exotiques envahissantes. Quelles sont les nouvelles du côté de Saint-Hilarion? Le sentier de la Tour devient le sentier de la poésie au Parc des Grands Jardins. Retour sur l'été et aperçu des projets à venir au Musée maritime de Charlevoix. Une formation sur l'utilisation des farines artisanales et un nouveau programme de natation pour Baie-Saint-Paul et la Malbaie. Bonne émission! Connaissez-vous la wax pen, un phénomène méconnu qui prend de plus en plus d'ampleur auprès des jeunes? J'en discute avec Laurie Dumont de Ressources Genesis. Laurie Dumont, bonjour. Bonjour. Donc, vous êtes directrice générale pour Ressources Genesis. On parle ensemble aujourd'hui d'un sujet assez préoccupant, la wax pen, qui est, c'est pas vraiment une nouvelle drogue, mais une nouvelle façon de consommer la drogue qu'on retrouve même dans nos écoles présentement. Peux-tu nous en dire plus? Qu'est-ce que c'est la wax pen? Oui, tout à fait. C'est important de dire que c'est pas une nouvelle drogue, mais plutôt une nouvelle technique pour la consommer. En fait, cette drogue-là est quand même bien connue au Québec, mais aussi à travers le monde, et c'est le cannabis. Ouais. Dans le fond, la marijuana, peu importe comment on l'appelle, c'est une forme de cannabis. En fait, c'est le concentré du cannabis qu'on va appeler la wax. C'est le THC surtout dont on parle? Là? Oui, tout à fait, parce qu'il y a deux cannabinoïdes là, dans le cannabis. Il y a le THC qui est vraiment la molécule psychoactive là, qui gèle. Qui rend un peu, ouais, c'est ça, un peu zinzin. Exactement. Mais de ce qu'on connaît, là, c'est ce qui va être psychoactif, c'est ce qui va donner les effets recherchés habituellement. Mais il y a aussi le CBD, qui est une autre molécule dans le cannabis, que quand on fume la feuille, les fleurs, en fait, ce qu'on fait habituellement, on va retrouver les deux molécules. Le CBD qui est plus comme relaxant, oui, qui aurait des propriétés un petit peu plus relaxants, qui viendraient même contrer certains des effets négatifs du THC. Pas encore beaucoup de recherches à ce niveau-là, mais depuis la légalisation, on commence à en connaître davantage, puis ça serait donc intéressant d'avoir les deux molécules là, quand on consomme du cannabis. Par contre, quand on parle de wax, qui est en anglais, qui voudrait dire cire, c'est un concentré de cannabis, un peu comme le serait du hashish ou de l'huile de cannabis. Dans le fond, on va le presser, on va le concentrer. La wax va être un peu sous forme, on dirait un peu du miel. Ça pourrait ressembler à ça, ou vraiment comme de la cire d'abeille, un petit peu jaunâtre, mais beaucoup plus concentré en THC à ce moment-là. Ça va être fumé aussi? Oui, fumé, il n'y aura pas de combustion dans une wax pen, un peu comme une vapoteuse. Ça va être chauffé à un certain degré, puis ensuite inhalé là, de la même façon qu'une vapoteuse, vraiment, si on compare. Donc là, c'est ça, en fait. Elle est là, la nouveauté, c'est qu'on la fume avec ce qu'on appelle un pen, un stylo. Ça ressemble quasiment à ça. Oui, tout à fait. Parfois un peu plus gros, qui ressemble beaucoup aux vapoteuses régulières. Exactement. Donc, c'est difficile de savoir qu'est-ce qui se trouve dans cette vapoteuse-là. Est-ce que c'est de la nicotine à saveur, là, ce qui est déjà... En plus, oui, exactement, ce qui est déjà préoccupant. Mais c'est difficile de savoir si à ce moment-là, ça contient du THC, parce qu'à l'odeur, on ne détectera pas de la même façon qu'on fumera un joint. Là, on détecterait clairement l'odeur. Pas dans la wax pen, ça va sentir les raisins, la gomme ballon ou rien du tout. OK. Là, ce qui nous préoccupe, bon, non seulement on ne veut pas que nos jeunes consomment de la drogue, mais là, cette drogue-là, elle est particulièrement forte, ça fait des ravages. Oui, tout à fait. Puis c'est ça qui est préoccupant, je dirais, de manière principale, c'est la quantité de THC, là, la concentration de THC dans ces produits-là. Ici au Québec, lorsqu'il y a eu la loi là, qui encadrait la légalisation du cannabis, on a décidé, au Québec particulièrement, que le taux maximal de THC qu'on pouvait acheter, dont on pouvait se procurer, c'était 30 % de THC. Pour donner une petite idée, là, dans le temps de nos parents, lorsque, dans les années hippies, là, les années 60, exact, quand on achetait du cannabis, s'il y avait 10 % de THC, c'était une méchante bonne batch. Puis encore là, on avait une contrebalance avec le CBD. Le CBD, qui se retrouve naturellement dans la plante, dépendamment des espèces, mais il y a souvent une balance avec le CBD. Dans le cas de la wax pen, je disais c'est 30 % la quantité légale maximum au Québec. Donc, à la SQDC, il n'y a pas de produit qui dépasse 30 %.
28-29 %, c'est pas mal le maximum. Ce qui est déjà beaucoup, là, Ce qui est déjà beaucoup, oui. Ben, c'est ça. Ça prend des consommateurs bien avertis pour consommer quand même cette hauteur-là en THC. Mais dans la wax, on est plus autour de 80 à 90 % et même plus. J'ai vu des produits à 95-96 % de THC. À ce moment-là, c'est quoi les effets sur le corps? Parce que là, il y a des témoignages affreux là, de jeunes qui perdent l'utilisation de leurs membres pendant quelques heures. Oui. Ça tombe sans connaissance, des vomissements sur plusieurs heures aussi. Oui. Oui, mais on ne peut pas faire de surdose de cannabis à proprement dit. En fait, ben, je dis on peut pas. Je vais quand même garder une petite nuance. Là. Selon les études présentement, une surdose serait surtout un méchant bad trip. Là. Justement, un peu des conséquences comme celles que tu as nommées. Qui sont plus physiques ou crise de panique. Crise de panique, exactement, parce que ça monte l'anxiété, le THC. Là. Souvent, on croit le contraire, mais non, dans les faits, c'est une illusion. Ça augmente l'anxiété. Fait que les conséquences, c'est sûr, là, peuvent être désastreuses, surtout chez des adolescents. Ici, au Québec, on a dit que c'était 21 ans, pas la date, mais l'âge légal de consommation, puis c'est pas pour rien. On sait que jusqu'à 25 ans, le cerveau est encore en train de se former, principalement au niveau du lobe frontal, là, où il y a justement un peu tout ça, la gestion de l'anxiété, puis tout ça. Donc, ça peut mener à des problèmes psychologiques permanents par la suite. Exactement. C'est ça qui est inquiétant. C'est pour ça qu'au Québec, on a décidé 21 ans. Ailleurs au Canada, il y a des âges différents, 19, 18, mais ici au Québec, on a tranché pour 21. Donc, c'est sûr que là, la quantité de THC présente dans ces produits-là, plus la disponibilité du produit. Bien là, c'est ça, parce que c'est clairement illégal, on se comprend là-dessus, clairement dangereux. Comment ça se fait que les jeunes y ont si facilement accès? C'est une bonne question. Je dirais, il y a toujours des petites failles dans le système. Là. C'est comme n'importe quoi. La drogue, il y en a toujours eu, il y en aura toujours. C'est entre autres pourquoi ils ont décidé de la légaliser, là, question de bien l'encadrer. Mais il y a des petites failles dans cette loi-là. Entre autres, puis je veux pas qu'on tombe non plus dans les préjugés puis ni pointer de coupable du doigt. Là. Ça serait pas ça serait autre chose. Mais il y a entre autres les réserves autochtones dans lesquelles les lois là-bas qui régissent la vente, l'utilisation du cannabis ne sont pas les mêmes qu'ici. Un peu comme avec les cigarettes aussi. Là, tout à fait, c'est ça. Puis je sais qu'eux aussi, c'est présentement une préoccupation puis qu'ils tentent là, un peu d'encadrer tout ça, mais c'est encore difficile. Donc, très facile de s'en procurer là-bas, mais également sur Internet. Moi, j'ai fait le test là, suite à notre premier appel pour prévoir l'entrevue. Puis rapidement, en tapant Waxpen sur Google, on trouve tout de suite des sites. On n'est pas dans le dark web, on n'est pas aux États-unis ou en Chine ou ailleurs, c'est au Canada. Exactement. Puis on peut se faire livrer le produit à la maison facilement. Oui, ils vont demander la date de naissance, mais bon, tu sais comme moi qu'on peut, on peut facilement passer à côté. On fait le calcul. Bon, quelle année j'ai besoin d'écrire? Ils vont demander des pièces d'identité, mais la majorité des sites, la vérification est assez... En plus, ça ne prend même pas de carte de crédit. Non, exactement. Moi, c'est ce qui m'a surpris le plus quand j'ai fait le test. Là, on peut s'en procurer par virement Interac. La carte de crédit qui aurait pu un peu, je dirais, limiter là, les achats, parce qu'on sait qu'une carte de crédit, habituellement, il faut être majeur. Mais non, dans ce cas-ci, virement Interac seulement pour pouvoir procéder au paiement. Donc, moi, en moins de 3 minutes, là, je pouvais m'acheter un produit autour de 40 à 70 $ avec un taux de THC là, dépassant les 90 %. Qui contient jusqu'à une centaine de doses. Oui, exactement. Exactement. Puis c'est des belles vapoteuses à multiples couleurs. Elles sont belles, des belles saveurs, tout pour attirer nos enfants. Tout à fait. Alors, comme parents, qu'est-ce qu'on peut faire? Je pense que le meilleur truc, c'est vraiment d'en parler. Clairement, nos jeunes, en tout cas de ce que j'observe, là, des jeunes dans notre région, sont ouverts, sont intelligents, sont curieux surtout. Sont déjà plus éduqués que dans notre temps. mais pour vrai, la facilité de discuter ces choses-là est plus là maintenant, je crois. S'ils le consomment ou s'ils en ont vu à l'école, ce qui devrait être le cas parce qu'on sait que présentement c'est très, très présent, ils vont être ouverts à en discuter. Puis le but, c'est de ne pas démoniser là, le produit. On sait, le cannabis existe depuis des années, puis il est consommé. Puis ils vont en voir passer, ils vont s'en faire proposer aussi.
Tout à fait. Fait que c'est vraiment d'être dans une discussion un peu, je dirais, d'égal à égal, de s'intéresser aux produits. Donc, si ils en ont déjà vu, ils en ont entendu parler ou ça les intéresse, qu'est-ce qui t'intéresse? Qu'est-ce qui t'intéresse dans le cannabis en général, mais tu sais, dans ce mode de consommation-là, pourquoi? Puis, qu'est-ce que tu vas chercher là-dedans? Donc, de s'intéresser à ça, déjà, c'est la meilleure porte d'entrée, d'ouvrir la discussion. C'est sûr que de nommer les risques va toujours être important. T'sais, on n'est pas dans n'importe quel jeune, ou n'importe quel. La majorité des jeunes vont avoir tendance à essayer des substances. C'est l'âge pour le faire. Surtout les plus jeunes, en fait. Oui. C'est là le danger aussi. Ça rentre au secondaire, ils veulent rentrer dans la gang. Exactement, oui. Ça, c'est une grosse pression, la pression des pairs. Là. Puis bon, d'essayer quelque chose, il n'y a rien là. Ça peut bien se passer, puis même des fois de l'essayer, c'est de le refuser. Ça te donne ta leçon aussi. J'ai pas aimé ça, exactement. C'est sûr qu'avec ces produits-là, particulièrement, il peut y avoir des mauvaises surprises. Il y a une loi qui a été faite, de la même façon qu'on encadre l'alcool, on peut boire de l'alcool, on le fait à la maison de manière sécuritaire, on ne conduit pas par la suite. Il y a des lois qui sont là, puis qu'en tant que société, on qualifie qui sont raisonnables, puis sont bien on est dans la responsabilisation plus. Tout à fait. On est vraiment plus là-dedans. Fait que, tu sais, consommer du cannabis, oui, OK, ça se fait. Je pense que c'est tout à fait honnête puis positif d'en parler avec son jeune, mais de le faire justement avec le côté où on le fait en sécurité. Puis le problème avec ce produit-là, c'est comme si on allait sur l'autoroute. On sait que la limite est de 100 km/h, mais on peut pas voir notre vitesse à laquelle on conduit. Donc, comme si on cachait le tableau de bord. Il est déjà trop tard. Donc, on ne le sait pas, on ne connaît pas l'information. Avec le wax pen, on ne peut pas... premièrement, c'est fait pour camoufler le goût du cannabis. Donc, quelqu'un pourrait prendre une puff en pensant que c'est une vapoteuse avec la nicotine. Et finalement, il y a du cannabis dedans. On ne le goûte pas. Ce qui est aussi illégal ici au Québec, là, que camoufler le goût. Le taux de THC qui est hallucinant. Puis de fumer avec un wax pen, comme une vapoteuse, c'est fait pour pas qu'on s'étouffe. Donc, on a moins la partie de combustion, comme quand on fume un joint où on va fumer à la pipe. Fait qu'on reconnaît la quantité qu'on a pris. Ben, c'est ça, nos poumons peuvent prendre une certaine quantité puis il va nous faire tousser quand on en a assez, mais pas avec le wax pen. Fait qu'on n'a pas ces signaux-là d'alerte. Donc, vraiment, comme si on conduisait sur l'autoroute, on sait que la limite est de 100, mais on n'a pas accès au tableau de bord, on ne sait pas à combien on conduit, ce qui est vraiment pas sécuritaire. On va se le dire. Pour terminer, Laurie, si des gens ont des questions, on peut aller vers Ressources Genesis pour en savoir davantage. Oui. Puis vous êtes également en relation avec les écoles, si j'ai bien compris. Oui, tout à fait. Donc, Ressources Genesis, nous, on est à la Malbaie, dans le centre-ville de la Malbaie. Il y a aussi, ici à Baie-Saint-Paul, il y a Vision d'espoir de sobriété, qui est un partenaire, nous, qu'on adore, qui va avoir le même type d'informations qu'on a. On monte beaucoup de formations conjointement. Donc, c'est possible également d'aller sur notre site Internet où on a aussi des petites capsules là, pour les parents, majoritairement par rapport à la cyberdépendance, mais au niveau des relations, comment aborder les sujets de la consommation, de la dépendance avec son jeune. Ça fait partie des capsules qui sont disponibles, donc ça peut se transférer là, au sujet de la wax pen. Et bien, vous pouvez communiquer avec nous, nous appeler assurément. Il y a effectivement une démarche qui est en cours dans toute la capitale nationale. Ici, dans Charlevoix, donc, c'est Vision d'espoir de sobriété qui est à l'école secondaire ici à Baie-Saint-Paul. Puis de notre côté, à la Malbaie, donc l'école secondaire du Plateau, c'est Ressources Genesis qui vient en soutien aux intervenantes en dépendance là, qui sont déjà présentes sur place. Donc, il y a du soutien là aussi, il ne faut pas hésiter. Parfait. Mais merci beaucoup, Laurie Dumont. Merci pour l'invitation. L'organisme ZIP Saguenay-Charlevoix s'affaire depuis cet été à éradiquer les espèces exotiques envahissantes. Nous les avons rencontrés au marais de Saint-Joseph-de-la-Rive pour en apprendre davantage. Le comité ZIP Saguenay-Charlevoix s'affaire présentement à la préservation de la biodiversité dans les milieux humides bordant le fleuve Saint-Laurent, comme le marais de Saint-Joseph-de-la-Rive. En ce moment, on travaille sur l'éradication des espèces exotiques envahissantes, donc plus particulièrement la phragmite puis la renouée du Japon. Donc, c'est des espèces qui peuvent menacer la biodiversité autour d'eux. Donc, le travail qu'on fait cet été, c'est de, premièrement, couper à 3 reprises
ces espèces-là pour les affaiblir, puis après, on les bâche avec une bâche opaque pour éviter leur repousse. Donc, c'est des bâches qui vont rester là pendant 3 ans. Puis, on s'assure qu'on protège le milieu environnant, en fin de compte, c'est-à-dire le marais de Saint-Joseph-de-la-Rive, entre autres. C'est des espèces exotiques qui ont été amenées, entre autres, par le milieu horticole. Donc, des fois, c'est des plantes qu'on a achetées en pépinière, qui sont vraiment jolies, qui peuvent avoir des propriétés, mettons, pour protéger d'une certaine intimité. Puis, on les plante dans nos jardins, puis là, éventuellement, eux qui sont super bien adaptés, puis peuvent compétitionner contre les autres plantes qu'on a dans notre milieu naturel, bien là, ils se propagent. Les transports naturels ou humains, comme les cours d'eau ou les camions, sont aussi des moyens de propagation de ces espèces. C'est la raison pour laquelle elles se retrouvent souvent en bordure de route ou sur les berges. On retrouve naturellement une espèce d'harmonie dans les différentes plantes dans les milieux naturels, mais les espèces exotiques envahissantes, leur caractère envahissant, en fait, c'est qu'ils prennent beaucoup de place, puis on ne retrouve que celle-là. Donc, ça tue tout le reste. Exactement. Ça tue tout le reste, ça prend la place, en fait, ça compétitionne, puis surtout, c'est qu'on se retrouve avec moins d'habitats intéressants pour ensuite la biodiversité, de la faune, des insectes. Le marais de Saint-Joseph-de-la-Rive est un excellent exemple de biodiversité à préserver. On a accès à un marais salé avec des plantes particulières, mais également des habitats pour venir nicher ou se protéger. On retrouve des amphibiens, des oiseaux particuliers des marais, comme on voit souvent des grands hérons dans le coin. On ne trouve pas beaucoup de marais comme ici à Saint-Joseph-de-la-Rive. Les citoyens du secteur démontrent cependant une certaine inquiétude face au projet. Est-ce que l'éradication de ces plantes pourrait affaiblir les berges et favoriser leur érosion? Une autre problématique importante à ne pas négliger. L'idée dans le projet, c'est de replanter une fois que les plantes exotiques ont été éradiquées. Donc, une fois que la bâche a été installée pendant 3 ans, on replanterait des plantes qui sont capables de retenir les berges et juste de se réinstaller dans le milieu, en fait, pour éviter qu'il y ait d'autres plantes envahissantes qui s'installent au moment où il n'y a plus rien au sol. Donc, ça fait partie de la technique aussi de s'assurer que les plantes qui sont naturellement présentes au Québec, en fait, réinsèrent le milieu qu'on a mis à nu. Ainsi, les espèces indigènes comme la quenouille ou la verge d'or pourraient reprendre leur place au sein du marais. Le sol pourra quant à lui se redéployer au niveau des berges comme en bordure de ruisseaux ou de rivières. Si certaines de ces espèces envahissantes se retrouvent sur votre propriété, vous pouvez l'éradiquer vous-même, mais assurez-vous d'employer les bonnes méthodes. C'est très important de s'assurer que les résidus des plantes qu'on coupe se retrouvent dans un sac de poubelle puis qu'on les envoie dans un centre de tri aux déchets, mais qu'on ne met pas ça au compost, par exemple, parce que ça, c'est une manière de propager. Si jamais ces plantes-là, même une fois coupées, fraîches, peuvent quand même reproduire des boutures très facilement. On a déjà vu des histoires des gens qui ont coupé à un certain endroit, l'ont mis dans le compost, puis là, on propagé un tout autre milieu. C'est ça. Fait que c'est vraiment important de s'assurer une fois qu'on coupe, on met dans la poubelle. Puis, on peut bâcher également pendant 3 ans. Il y a également des techniques d'excavation qui fonctionnent bien. Ça demande un peu plus de travaux du sol. Puis, en milieu humide, comme sur le bord de ruisseau, il faut avoir des permis pour faire ça. L'éradication des espèces exotiques envahissantes fait suite à un grand inventaire exécuté dans la région au courant des derniers mois. Dans le fond, la technique qu'on a utilisée pour l'inventaire, on a fait le suivi à travers les chemins des éboulements. Donc, c'était un inventaire quand même visuel pour s'assurer qu'on ait la même méthodologie, on suivait les chemins existants, puis on ciblait les plantes exotiques envahissantes qu'on voyait. Donc, on a retrouvé autant de la phragmite, qui est beaucoup sur le bord de Saint-Joseph-de-la-Rive, entre autres, puis de la renouée du Japon. On en a vu beaucoup sur le Rang-Centre, par exemple, proche des milieux humides encore, fait que souvent près des canals ou des petites rivières, puis des petits ruisseaux.
Puis il y a également de la pétasite du Japon qu'on a retrouvé dans certains terrains. Puis ça, c'est une autre espèce exotique envahissante qui ressemble un peu à un siège de tracteur là, qu'on appelle. Donc ça fait des très, très grosses plantes. Les comités ZIP sont des acteurs privilégiés pour déployer et mettre en œuvre des projets de restauration ou de préservation des milieux le long du Saint-Laurent. ZIP, ça tient pour zone d'intervention prioritaire. Donc, il y a 12 comités ZIP là, qui sont présents sur l'ensemble du fleuve Saint-Laurent. Donc, à partir de la frontière ontarienne jusque dans le Golfe et jusqu'aux îles de la Madeleine. La mission, en fait, de tous ces comités ZIP-là, c'est essentiellement de faire de la concertation environnementale, d'œuvrer à la préservation de la biodiversité du Saint-Laurent, de ses écosystèmes, de s'assurer aussi qu'il y a une cohabitation harmonieuse là, entre les différents usagers et usagères des différents milieux là, présents sur le fleuve Saint-Laurent. Dans la région de Charlevoix, la présence de l'organisme est cependant plus récente. Le comité ZIP Saguenay-Charlevoix était à la base entièrement présent sur le territoire du Saguenay. Puis la région de Charlevoix s'est ajoutée quand même récemment. Là. Donc on est un petit nouveau là, depuis 2016. Donc c'est sûr que nos projets en ce moment dans la région sont en train de se développer. On aimerait ça prendre part activement justement à différentes façons de réhabiliter, de restaurer le fleuve. Je dirais qu'on est un nouvel acteur dans la région, mais on a déjà beaucoup de dossiers en cours. Puis on sent une volonté du milieu quand même assez forte aussi là, pour justement améliorer la qualité des habitats, des écosystèmes, puis de faire en sorte qu'il y ait une cohabitation là, entre les citoyens, les riverains, les utilisateurs, utilisatrices, puis évidemment les groupes environnementaux là, qui sont présents sur le territoire. Pour en savoir davantage sur l'organisme ou pour plus de détails sur les méthodes d'éradication des espèces exotiques envahissantes, consultez le site web zipsaguenaycharlevoix.ca. La municipalité de Saint-Hilarion complète certains projets et en entame de nouveaux. Martin Ouellet en discute avec le maire Patrick Lavoie. Patrick Lavoie, bonjour. Bonjour. Ça bouge beaucoup à Saint-Hilarion. Merci d'avoir accepté notre invitation, qu'on fasse le tour des questions d'actualité. Ça fait plaisir. Parlons tout de suite de la nouveauté qui va être inaugurée le 14 octobre prochain. Il y a un jardin d'enfants qui s'en vient, une nouvelle offre qui va être faite à vos citoyens. Bien, c'est ça, on a travaillé sur un projet de garderie en milieu communautaire. Oui. C'est un programme du ministère de la Famille là, qui était en collaboration avec les bureaux coordonnateurs de Baie-Saint-Paul, du Soleil à la Lune, donc qui permettait de mettre dans notre communauté un service de garde, mettre sur pied un service de garde, soit déjà existant. Nous autres, c'est notre cas présentement, donc c'est un service de garde qui était déjà existant, dont la responsable désirait ne plus opérer dans sa résidence. Donc, elle avait 9 enfants dans son service de garde. Donc, nous, en faisant le bureau, notre nouveau service de garde, le local, dans le fond, on aménage un local dans nos bureaux, dans nos locaux, et ça lui permet de venir offrir ses services. Puis en plus, nous autres, ça nous a permis de créer 3 nouvelles places parce qu'elle a une nouvelle responsable qui est avec elle. Donc, avec 2 responsables, ils étaient capables d'avoir 6 enfants chacun. Fait que ça nous a permis de pérenniser un système, un service de garde déjà en place, puis d'ajouter 3 nouvelles places. Vous avez installé ce nouveau service de garde dans le centre des loisirs, comme tel. Il était question depuis longtemps de rénover ce centre des loisirs qui sert depuis très longtemps, il faut le dire. On est rendu où dans ce dossier-là? Est-ce que le fait d'installer le service de garde contribue à rénover là, une certaine partie du centre? Bien, il y a une partie qui a été rénovée. Justement, il y a de la mise aux normes qui a été faite dans ces locaux-là. Là, on parle vraiment du bâtiment qui est à l'arrière de la salle des loisirs. Donc, ce bâtiment-là, c'est sûr que de l'extérieur, il n'y a pas beaucoup de choses qui paraissent. Là, on a fait de la mise aux normes intérieure ou extérieure un peu, dépendamment là, pour les sorties de secours puis toute cette mise aux normes qui vient avec ça. Mais l'ensemble du bâtiment des loisirs, lui, est toujours dans une planification de travaux. Là. Présentement, on est à refaire là, de l'aménagement au niveau de la salle de quilles pour pouvoir repartir les activités. Alors, est-ce qu'on comprend que la salle de quilles va revenir bientôt là, à Saint-Hilarion? Oui, exactement. Dans les prochaines semaines, les prochains mois? On parle de prochains mois. Là, on est à travailler sur justement la décoration, puis remettre ça un peu au goût du jour là, pour pouvoir accueillir les gens dans des espaces un peu renouvelés. Mais il n'y a pas seulement que le centre des loisirs qui fait l'objet de rénovation chez vous, il y a aussi le chalet des sports qui a bénéficié d'un important investissement. Oui, au niveau du chalet des sports, on avait... Ça, c'est situé à côté
de la patinoire extérieure. Dans le parc L'Amical, à côté de la patinoire extérieure, dans le fond, c'est ça, on a eu une subvention de 750 000 du fédéral là, qui nous a permis de procéder à l'agrandissement de ce chalet des sports-là. 750 000 quand même, 750 000 c'est un bon montant. Puis un appui aussi d'autres partenaires. Puis on a dans le fond, ça va nous permettre là, de pouvoir accueillir puis, dans ces locaux-là. Tous nos organismes qui, pendant la pandémie, ont vécu des petites difficultés. C'est ça, de cohabitation, parce que là, ça prenait de l'espace. Oui. Donc, là, on a notre maison des jeunes qui va avoir plus d'espace. On a souvent des organismes comme nous autres, l'Âge d'Or. Le Club de l'Âge d'Or avait perdu ses locaux pendant la pandémie. Fait que là, nous, ça va nous permettre de les accueillir aussi, qu'ils puissent poursuivre leurs activités. Donc, tous ces organismes-là, le camp de jour aussi, l'été. Mais ça, 750 000, c'est des travaux qui sont en train de se réaliser, qui vont être ou qui sont réalisés? C'est des travaux qui sont en cours de réalisation présentement. Donc, c'est opérationnel pour l'hiver, notamment la patinoire. On visait, oui, c'est ça, la patinoire va être opérationnelle pour l'hiver. Donc, la mi-novembre, le bâtiment devrait nous être livré. Nous autres, on va pouvoir recommencer les opérations. Vous travaillez sur votre centre des loisirs, vous travaillez sur votre chalet des sports. Vous êtes en train également d'ouvrir un nouveau quartier à proximité de la nouvelle maison des aînés. Vous l'appelez le quartier... J'essaie de voir mes notes. Le quartier des Épervières, oui, c'est ça. Exactement. Comment ça va? Il y avait 20 terrains à vendre de ce côté-là. Est-ce que ça va bien, monsieur le promoteur? Bien, ça va quand même bien. Écoutez, on a déjà 3 terrains, dont 2 terrains dédiés au multilogement, donc 6 logements qui devraient voir le jour là, dans les prochaines années. Je ne sais pas. Donc, on n'a pas le contrôle les terrains ont été achetés pour des multilogements. Des multilogements. On a un autre terrain qui a été vendu aussi pour une résidentielle. Donc, puis on a des appels. Fait qu'on est toujours L'idée, là, c'était de créer un nouveau quartier autour de la maison des aînés, là, qui Exactement. va ouvrir. C'est prévu pour quand, l'ouverture? Je sais que ça a été annoncé que ce serait une ouverture progressive. Oui. Est-ce que vous avez plus de détails là-dessus? Les détails sont les mêmes qui ont circulé dans les médias locaux. Là. C'est au printemps, dans le fond, là, il va y avoir une ouverture progressive qui est dans le fond, qui est tributaire du personnel qu'il va y avoir, puis de la clientèle aussi qu'ils vont pouvoir apporter, déménager dans la maison des aînés. Donc, mais normalement, il devrait y avoir un 12 personnes qui devraient y aller, puis un 24 par la suite. Là, en tout cas, on parle d'un 50 de capacité pour commencer. Donc là, vous investissez dans vos loisirs, vous êtes en train de créer un nouveau quartier résidentiel autour de la maison des aînés, avec une vingtaine de places, puis aussi, vous agrandissez votre parc industriel. Oui, bien, on a un projet nous autres, on va l'appeler zone industrielle. C'est pas vraiment un parc, mais c'est des terrains qui sont zonés industriels. On parle de 24 terrains. On parle quand même de 24 terrains là, qui sont un potentiel d'accueillir des entreprises quand même d'un bon calibre. Là, on parle de Maintenant, si on sait que dans le domaine résidentiel, domaine domiciliaire, les services sont déjà arrivés à Aqueduc Égout. Oui. Est-ce que c'est le cas pour votre agrandissement de zone industrielle? Est-ce que les services sont maintenant disponibles pour les entreprises qui veulent s'installer? Les services ne sont pas encore rendus. Là, dans le développement de toute cette planification-là, dans le fond, avec les promoteurs, on est pour parler avec eux autres, là, les ententes restent à définir. Les services ne sont pas rendus non plus, donc ça fait partie des ententes là, qui sont à voir avec les promoteurs, mais ça va bon train, puis il y a des changements de zonage qui sont à venir aussi pour permettre les utilisations. Il y a un agrandissement de la zone aussi là, pour que ça soit plus propice pour eux, là, pour l'exploitation du terrain. On apprend également que le groupe Lebel vient consolider là, ses activités de série chez vous avec un nouvel investissement. Ça, c'est confirmé également qu'il y a des nouvelles machines, une nouvelle ligne de série qui débarque à Saint-Hilarion? Oui, c'est confirmé. Nous autres, on a eu la demande de permis au niveau de la municipalité. Donc, il y a, comme on a... Je l'avais appris aussi, mais ce qui a été confirmé justement dans les journaux, c'est qu'il y avait, Groupe Lebel faisait une nouvelle ligne de siège qui allait arriver. Pour les montants, c'est difficile pour moi de les annoncer parce que c'est leur partie à eux. C'est ça, c'est une dizaine de millions, je pense, qui est sorti. Mais la question qui se pose, puis c'était le pourquoi un peu de notre rencontre aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe à Saint-Hilarion? Bien, avec tous ces projets-là, comment vous expliquez ça, cette effervescence-là qu'on peut constater ensemble? Bien, il se passe une belle énergie. Je pense que c'est un facteur une convergence là, qui se passe. Là. Moi, quand je me suis présenté en 2017 comme maire, j'avais la conviction que Saint-Hilarion avait attiré son épingle du jeu dans Charlevoix par son positionnement. Puis je pense qu'aujourd'hui, on le voit un peu
le résultat de tout ça. Hein. Il y a une convergence qui se passe, il y a de l'activité, puis puis ce que je trouve intéressant, c'est que c'est pas juste à un niveau. On a un niveau économique, mais on a la maison des aînés, plus au niveau social, santé. Fait que c'est vraiment intéressant pour ça. Bien, Patrick Lavoie, poursuivez votre travail. Bien, merci. Et au plaisir de refaire le point avec vous. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Le Sentier de la Poésie a été inauguré cette semaine dans le secteur Arthabasca du Parc des Grands Jardins. Une nouvelle façon d'en apprécier le paysage. Le Sentier de la Tour du secteur Arthabasca du Parc des Grands Jardins prend une nouvelle dimension depuis son inauguration en tant que Sentier de la Poésie. Un projet de longue haleine, débuté en 2021, mené conjointement par le Parc des Grands Jardins, la MRC de Charlevoix et Francine Dubé, enseignante en arts plastiques au Centre éducatif Saint-Aubin. Puis quand je suis arrivée ici, j'ai réalisé à quel point souvent les visiteurs ne comprennent pas dans quel écosystème ils arrivent quand ils arrivent dans le secteur Arthabasca au Parc national des Grands Jardins. Donc j'avais ce désir-là de mieux faire connaître, comprendre le secteur aux visiteurs. Puis en même temps, je trouve que c'est un secteur qui fait vraiment beaucoup appel à l'émotion. C'est grandiose, c'est tellement singulier comme paysage. J'avais envie de quelque chose de différent comme projet. Il faut dire que ce secteur n'est pas banal. Ravagé par de grands feux de forêt en 1991, le paysage unique qui se présente à nous a de quoi inspirer. C'est un endroit qui a été beaucoup perturbé et c'est un endroit qui est toujours en changement. Il y a toujours quelque chose qui se produit qui fait qu'il se transforme. Il y a eu beaucoup de choses, des perturbations naturelles qui fait que le milieu, bien, il change toujours. Il est toujours en formation et bien, on le voit dans le paysage. Il y a des endroits où il n'y a presque pas d'arbres. Il y a des grands piquets. Et puis, à un autre endroit, il y a un petit peu plus de feuillus. À un moment donné, il y a des conifères qui se mettent à pousser à tel endroit. Il y a vraiment une dynamique qu'on retrouve dans cet écosystème ici. L'idée d'un sentier intégrant les arts visuels et la poésie comme vecteur éducatif à travers la randonnée a donc émergé. Je m'en souviens, on était sur le sentier du Mont du Lac-des-Cygnes, puis elle me parlait de son projet, qu'elle aurait aimé faire quelque chose de poétique. Fait que ce qu'on a fait, c'est qu'on voulait que des jeunes puissent participer au projet, qu'il y ait certains qui pouvaient créer de la poésie, puis certains qui allaient dessiner. Les artistes locales Marilyn Busque-Dubois et Karine Locatelli, de même que le groupe de jeunes de secondaire 1 en concentration art du Centre éducatif Saint-Aubin, ont donc été mis de la partie. La démarche de création pour ce projet-ci, ça a été de venir avec les jeunes du projet dans le sentier de la Tour, qui allait être le sentier de la poésie, puis d'observer qu'est-ce qui se présentait à nous cette journée-là, de me laisser inspirer par le paysage, mais aussi par la faune, la flore qui était présente. Puis on était déjà venus aussi une fois avant, juste avec Karine et les gens de la CEPAC, là, en fait, pour avoir une première incursion plus intime avec le paysage. Donc, il y a eu comme 2 prises de notes sur le terrain. Puis, de là est ressorti les poèmes qui ont aussi été inspirés par ce que les jeunes ont créé eux-mêmes. Là, ça nous inspirait aussi de voir ce qu'eux pouvaient créer. Ainsi, non seulement les jeunes ont pu apprendre sur le lieu par la création in situ, ils ont aussi pu découvrir tous les médiums et métiers entourant ce genre de projet au rendu très concret. Les élèves de secondaire 1, quand ils arrivent, ils veulent faire, évidemment, ils veulent donner le meilleur d'eux-mêmes, ils veulent toujours faire des beaux dessins finis, parfaits. Puis ils ont vu que finalement, on est venu faire du dessin, des croquis, puis les graphistes ont été choisir certaines parties de dessin qu'ils ont agrandis. Puis ces dessins-là, ben, il y a eu des textes, il y a eu des mots poétiques reliés à leurs sentiments, à leurs émotions. Moi, je trouvais que c'était merveilleux de participer à ce projet-là. C'était vraiment le fun là, d'avoir ça en classe, de sortir l'art de la classe de l'école, puis de l'amener dans notre milieu de vie. Les œuvres picturales et littéraires prennent maintenant place sur le sentier au paysage unique. Des installations qui représentent aussi certains défis.
Déjà, juste au niveau de la structure, au niveau des installations, on voulait avoir quelque chose qui était en mouvement, donc des cubes qui tournent, puis tout ça. C'était pas évident déjà de trouver juste le médium. Donc, on a fini par trouver une formule des cubes plus légers. Au début, on voulait du bois. On a fini par un genre de PVC qui va être plus durable. Et puis, je vous cacherai pas aussi qu'au niveau de l'installation, le sol est très, très dur. Il a fallu faire appel au service de notre collègue avec sa mini-pelle là, pour bien installer les stations. Et puis, on est déjà en train de penser à cet hiver, donc ça aussi, c'est un autre défi là, au niveau de protéger nos stations d'interprétation. On a déjà notre plan de match, là, d'avoir un genre de petit abri sur certains, puis des toiles là, pour bien protéger tout ça. Situé à une cinquantaine de minutes de route de Baie-Saint-Paul, le sentier de 1,4 km accessible à tous vaut le déplacement pour en prendre plein la vue. L'événement Cap sur le fleuve au profit du Musée maritime de Charlevoix permettra la mise en œuvre de nouveaux grands projets. On en fait le tour avec le directeur général, Benoît Berthiaume. Benoît Berthiaume, bonjour. Bonjour. Récemment, il y a eu lieu un événement très important pour le Musée maritime. On parle d'un événement bénéfice, Cap sur le fleuve. Pouvez-vous nous expliquer un peu c'est quoi cet événement-là? Ça n'a pas lieu chaque année. Ça a lieu aux 2 ans, donc on alterne d'une année à l'autre. Une année, on fait le grand bal du Musée maritime qui se tient actuellement à Québec. Et à Montréal, aux 2 ans, on fait une activité. C'est plutôt sous une forme d'un cocktail dînatoire, mais c'est vraiment une invitation aux gens de l'industrie maritime. Tous les grands de l'industrie maritime se donnent rendez-vous là. On se déplace à Montréal pour aller proche des gens où sont les sièges sociaux et tout ça. Donc, on a amassé 104 000 cette année. C'est très important pour le musée, ce genre d'activité-là caritatif. Donc, les gens, c'est des grands donateurs, puis c'est également une participation là, importante là, du milieu aux capitaux propres du musée maritime. C'est qui les grands partenaires du Musée de Charlevoix? Bien, évidemment, le QSL, c'est le groupe des gagnés. Donc, c'est vraiment tous les gens, les milieux le Vieux-Port de Québec, le Vieux-Port de Montréal, les corporations de pilotage du Québec. Donc, il y a plein de gens de l'industrie là, qui sont là. On avait tout près de 160 personnes sur place qui ont payé un fort montant quand même pour participer à cette activité-là. Il faut comprendre que les capitaux propres d'un musée, c'est très important parce qu'on a beau avoir une grande participation des programmes gouvernementaux, des subventions, mais ça prend toujours des capitaux propres pour développer des projets. Oui, parce qu'en fait, un musée, ça vit de ça, ça vit des donations, finalement. Oui, en partie, évidemment, le frais d'entrée, qui sont des capitaux propres, mais les subventions, c'est très important. Ça fait 42 ans qu'il y a des levées de fonds qui sont faites, qui nous permettent justement d'entreprendre des grands projets comme ceux des abris des goélettes ici sur place, un projet de 7,9 millions. Il faut comprendre que le musée a investi de ses capitaux propres 1,5 million dans le projet. Donc, c'est subventionné en grande partie, mais toujours un 25 ou un 30 % où il faut mettre de l'argent. Ça nous permet d'avoir des nouvelles expositions, comme cette année, où on en a eu 4. Ça nous permet de faire plein de... Le musée qui a été complètement refait, quasiment, pour cette année. Oui, on a refait le parcours muséal. On a refait donc 4 nouvelles expositions. On voulait amener un renouveau, l'après-pandémie. Et puis, ça a bien répondu cet été, puisqu'on a eu un fort achalandage. Justement, cet été, il y a aussi d'autres types de nouveautés. On avait la culture qui était aussi beaucoup mise de l'avant. C'est quoi le lien entre le maritime et les arts? Et les arts, bien, écoutez, c'est la perspective donc de l'Auto-Québec qui nous a proposé de mettre sur pied une activité, une exposition temporaire qui s'appelle Vue du fleuve. Et c'est Anis Barbeau-Lavalette et sa mère Manon Lavalette Manon Barbeau, pardon, qui a donc mis sur pied une exposition. Ils ont choisi des estampes d'art visuel dans une grande panoplie de plusieurs. Donc, choisi 33 œuvres. C'est une conversation entre le fleuve, le maritime et l'art visuel. Donc, c'était sur le thème du fleuve. Et puis, c'est des belles expositions qui ont été fort populaires cet été ici. Il y a eu un autre type d'art aussi présent cet été, une résidence d'artistes en cirque. Oui, en début de saison, on a donc en incubation ici une troupe là, qui prépare un grand spectacle sous le thème du fleuve Saint-Laurent également et du milieu maritime. Donc, c'est une grande roue qui a été construite par le groupe des gagnés et le groupe Océan qui ont déposé au-dessus du fleuve à l'aide d'une grande grue mécanique cette roue et qui sous le thème musical du milieu maritime, mais des prestations de cirque, donc au-dessus du fleuve, c'est absolument spectaculaire. Ouais. Est-ce que c'est des événements, donc, puis des projets là, qui vont se reproduire dans le futur?
Oui, on a l'intention donc d'amener aussi peut-être des groupes musicaux de chants marins, donc peut-être sur place l'été prochain. Donc avoir une programmation musicale sur le thème toujours évidemment du milieu maritime. Je sais que vous avez aussi un grand projet en lien avec de l'archéologie sous-marine. Qu'est-ce que c'est ce projet? Oui, vous savez que la Jean-Richard se trouve actuellement donc, dans la rivière des Outaouais. La Jean-Richard, c'est la dernière goélette qui a été construite dans Charlevoix, à Petite Rivière Saint-François. Ça date de 1959 et cette goélette-là, elle est échouée. Elle est sous l'eau, donc sur la rivière des Outaouais. Et cet automne, on va envoyer une équipe donc filmer la récupération d'artefacts de la goélette, la Jean-Richard. Qui est une goélette très symbolique pour nous autres ici. Donc, avec des équipes de plongeurs, nous allons aller récupérer donc, des morceaux de cette historique goélette. J'imagine, encore une fois, ce n'est pas que le musée qui participe à ce projet-là. Comment ça se passe, des fouilles comme celle-là? Bien, des fouilles comme celle-là, on demande la collaboration de la garde côtière canadienne, qui ont eux aussi intérêt à sortir ces épaves-là de l'eau pour de la contamination. Dans le cas de la Jean-Richard, elle est en bois, donc elle n'est pas très dommageable pour le milieu maritime. Donc, mais nous, on va de l'avant, puis on propose des projets, puis on collabore avec ces gens-là. On va revenir aux goélettes qui sont derrière nous, qui ont été mises à l'abri enfin, après un dur labeur. Qu'est-ce qui reste à faire là, sur ces travaux-là? On est vraiment sur la fin, donc ça va être l'installation. Là, on ferme le musée donc à Action de grâce, et puis là, on va installer des grandes toiles géantes, là, parce que c'est le format que vous voyez dans le moment de l'abri ne préserve pas nécessairement pour la saison d'hiver. Donc, on va installer des grandes toiles pour mieux hiverniser, si je peux dire. Ils vont faire le tour là, des abris, c'est ça? Exact. Donc, on a ça de prévu cet automne. Il reste également des panneaux métalliques à installer sur la goélette de la Jean-Yvan. Et puis, l'aménagement paysager, mais ça a été un projet là, qui a pris 5 ans à se mettre en place, le financement et tout. Puis là, cet été, c'était l'été de la construction de ça. Donc, l'été prochain, on pourra revisiter les goélettes? Oui, bien cette année, c'est toujours possible de visiter donc la Saint-André et puis donc la Jean-Yvan. Mais là, effectivement, la Marie-Clarisse, c'est son 100e anniversaire, mais il n'y avait pas accès cet été. On va y refaire une peau neuve maintenant qu'elle va pouvoir sécher avec l'abri, parce que c'est vraiment ça. C'était un peu une hémorragie d'érosion. Puis là, ben, on peut la protéger. Donc, on va faire des travaux au cours de l'hiver sous l'abri. Donc, pour la restaurer, la mettre encore plus belle, puis la garder longtemps. Faire sa fête l'année prochaine, exact. Finalement. C'est sa fête toujours. Merci beaucoup, présentation. Merci. Une formation sur l'utilisation des farines artisanales aura bientôt lieu aux éboulements. Christine Bricot nous en dit davantage. Madame Bricot, bonjour. Bonjour. Alors, Christine Bricot, vous êtes coordonnatrice à la formation pour le Conseil québécois du patrimoine vivant. Avant d'aller dans le vif du sujet avec vous aujourd'hui, j'aimerais en savoir un peu plus sur votre organisme. C'est quoi le Conseil québécois, puis c'est quoi le patrimoine vivant? Ah, vivant. Mais c'est une bonne question. Le Conseil québécois du patrimoine vivant, on existe depuis 30 ans. Donc, c'est un organisme de regroupement national, un organisme pan-québécois qui regroupe là plus de 120 organismes, que ce soit en chanson, en danse, musique traditionnelle. Donc, je commence à vous donner des indices là sur ce que c'est le patrimoine vivant. En fait, le patrimoine vivant, c'est les traditions culturelles du Québec. Vous en connaissez tous, le temps des sucres, les veillées de danse, la danse traditionnelle, etc. Donc, nous, on veille au grain pour faire un lien avec ce dont on va parler. Oui, tout à fait. Donc, c'est un peu ce qu'on appelle aussi le patrimoine immatériel. Est-ce que c'est ça? C'est ça. Au Québec, il y a une loi qui s'appelle la Loi sur le patrimoine culturel. Ils ont utilisé l'expression patrimoine immatériel, mais on les prend vraiment synonymes. C'est seulement que patrimoine vivant, c'est une belle expression qui met quand même en valeur le fait qu'effectivement, ce ne sont pas des traditions qui sont ancrées, fixées, mais qui évoluent toujours. Donc, on danse pas de la même façon qu'il y a 100 ans et on fait pas la farine tout à fait de la même façon qu'avant. Justement, parlons farine. C'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. Donc, le Conseil québécois du patrimoine vivant organise une formation très bientôt aux éboulements, au Moulin des éboulements. Qu'est-ce que c'est cette formation-là exactement?
En fait, c'est une formation pour les boulangers, pour les pâtissiers, les cuisiniers, les cuisinières. L'idée, c'est de comprendre quelles sont les particularités de la farine artisanale au Québec. Vous savez, au Québec, il y a environ 10, il en reste pas beaucoup, 10 moulins artisanaux, donc qui font la farine sur meule de pierre. Vous en avez un magnifique aux éboulements avec le meunier M. Jean-Guy Tremblay. Donc, c'est une journée de formation. Pendant 7 heures, on va être ensemble et on va explorer qu'est-ce que c'est la farine artisanale, puis quelles sont les particularités pour faire le pain ou autres éléments de pâtisserie ou boulangerie. Donc, l'idée, c'est vraiment de propager la bonne nouvelle du fait que c'est des farines qui sont incroyables, qui ont un goût particulier, qui ont des propriétés nutritives aussi qui sont très, très bonnes. Hein. On sait que la farine blanche, elle est blanchie aussi souvent. Ce sont des farines non blanchies qui sont faites dans les moulins artisanaux du Québec. Donc, l'idée, c'est d'aller voir là, les belles propriétés de ces farines-là. J'imagine que justement, là, au niveau de la pâtisserie, c'est un peu de la chimie, tout ça. Donc, ce que je comprends, c'est que la farine artisanale, elle ne réagit pas de la même façon, c'est ça? Elle réagit pas de la même façon. Quand la farine est faite dans un moulin artisanal, elle est souvent pris dans un champ tout près. Parfois, c'est pas toujours la même chose, de la même qualité. En fait, la qualité est là, mais les propriétés sont pas toujours exactement pareilles. Donc, c'est savoir aussi travailler avec ça. C'est savoir utiliser ces propriétés-là pour leur bon côté. Donc, dans la formation, on a à la fois un formateur en boulangerie. On a aussi un spécialiste de l'histoire des moulins qui va venir nous parler un petit peu de cette belle épopée de la meunerie au Québec. Et on a aussi un autre meunier là, qui est meunier à Saint-Eustache, au moulin Légaré, qui va être aussi là pour nous parler qu'est-ce que c'est le métier de meunier. Donc, c'est une journée d'immersion dans le monde de la farine artisanale. On va en parler, on va la voir, on va aussi avoir des dégustations. Donc, une très, très belle journée aux éboulements, là, très bientôt. Oui, je crois que vous l'avez dit, donc cette formation-là, elle ne s'adresse pas à monsieur, madame, tout le monde. C'est plus limité, là. Malheureusement, non. En fait, c'est peut-être quelque chose qui pourrait se faire dans le futur. Je l'encourage fortement. Cette fois-ci, c'est vraiment une formation qui est axée, en fait, vers le milieu, les gens qui sont déjà dans le milieu. Donc, soit qui travaillent dans une boulangerie, soit qui sont cuisiniers, mais il doit y avoir un lien. Mais l'idée d'en faire aussi des ateliers grand public est bien intéressante. Oui, tout à fait, parce que ces farines-là, en tout cas ici dans la région de Charlevoix, on les retrouve dans nos supermarchés, là. Elles sont bien en évidence. Donc, si on veut les cuisiner, est-ce qu'entre-temps, on est capable de trouver l'information ou peut-être des recettes qui sont basées sur ces farines-là? Oui, c'est ça, le milieu de la meunerie artisanale au Québec se tient. Hein? Donc, je peux aussi vous dire que des recettes, par exemple, vous pouvez en trouver sur le site du moulin de Saint-Roch-des-Aunais. Donc, je sais qu'il n'y a pas nécessairement... Puis parfois aussi, c'est ça, vous en trouvez quand même sur Internet. Donc, il y a vraiment moyen, en posant des questions, en allant aussi voir M. Jean-Guy Tremblay au Moulin des Éboulements, qui connaît très bien sa farine, poser des questions aussi dans les épiceries peut-être plus spécialisées où vous allez, mais vous allez trouver l'information, là, ça c'est certain. Puis pensez aussi aux propriétés de cette farine-là. C'est des farines, donc, en fait, le grain, hein, il est pas écrasé, il est ciselé. C'est-à-dire que c'est très différent. Il garde ses propriétés nutritives. Et dans les farines plus commerciales qu'on achète, que je nommerai pas, on doit ajouter des nutriments parce qu'ils sont retirés lors de la fabrication. Donc, c'est des éléments que le public, les téléspectateurs savent peut-être pas, mais c'est ça. Je les encourage à vraiment essayer farine de blé, souvent farine de sarrasin aussi. Certains produisent aussi la farine de sarrasin. Donc oui, c'est ça. On les connaît moins. Là. Il y a une grande variété de farine artisanale. C'est pas blanche, un blé enrichi puis sarrasin. Il y en a beaucoup plus que ça. Là. Oui, effectivement, mais il y en a pas des tonnes, parce qu'il faut comprendre aussi que le système de mouture, on peut pas, ça se nettoie pas en un claquement de doigts, là. Donc, par exemple, au Moulin Légaré à Saint-Eustache, dans la région de Montréal, il y a quand même 2 meules. Une meule de sarrasin, une meule pour le blé. Donc, mais c'est ça. On peut pas les contaminer, là, avec d'autres grains.
Oui, vous avez bien compris, exactement. Okay. Exactement. Vous avez fait une formation aussi récemment, là, dans les dernières années, avec le Moulin de la Rémie, je crois, qui visait plus à former des nouveaux meuniers. Ça ressemble à quoi, là, la relève là, dans ce milieu-là au Québec? En fait, il y a quelques années, depuis plusieurs années, en fait, qu'on est en lien avec le milieu de la meunerie. C'est un des milieux qu'on regroupe, entre autres, d'autres, les fabricants d'instruments de musique, les forgerons. Donc, on est toujours en train de regarder aussi comment vont les traditions au Québec. On fait une veille. Puis, on se rendait compte qu'avec la meunerie, là, ça commençait, on s'enlignait vers le minuit moins une, là. Et puis, tranquillement, on a pensé à une formation. Et puis, ben justement, cette formation-là, elle a eu lieu de février à avril. Hein. Notre groupe de 25 apprentis a diplômé le 28 avril au Moulin des Éboulements. Donc, tout le groupe s'est réuni. Les gens venaient de partout au Québec. En fait, on a eu plus de demandes que ce qu'on s'attendait. En fait, on a dû refuser des participants. Ah oui, un bel intérêt, là. Il y a eu vraiment un intérêt. Il faut voir aussi que ça s'intègre à toute une vision de développement durable, de circuits courts. Oui, on raccourcit la chaîne, là, finalement. On produit au champ, on moud au moulin, puis on consomme sur place. Tout reste dans la région. C'est ça, exactement. Donc, vous avez aussi sur l'île aux Coudes, vous avez 2 magnifiques moulins, hein, les moulins de l'île aux Coudes. On a 2 apprentis de la formation qui sont au moulin au moulin de l'île aux Coudres. On a un apprenti qui est à Saint-Roch-des-Aunais. On a un apprenti au Moulin-les-Garrets. Donc, la cohorte a vraiment formé une relève. C'était vraiment un beau projet, là. Moi, ça a dépassé mes attentes, là. Puis c'est beau de voir qu'il y a de l'intérêt. Donc, la formation sur l'utilisation des farines artisanales aura lieu au Moulin des Éboulements le 16 octobre prochain. Merci beaucoup, Christine Bricot. Ça a été un plaisir. Les villes de Baie-Saint-Paul et la Malbaie délaissent leur programme de natation maison au profit du programme Nager pour la vie de la Société de sauvetage du Québec. Voici notre reportage. Les villes de Baie-Saint-Paul et la Malbaie font une grande transition dans le milieu de la natation en passant de leur programme maison au programme national de la Société de sauvetage du Québec. Le transfert à Nager pour la vie est aucunement un désaveu pour le programme maison. Vous l'avez entendu. Je pense que c'est une chance qu'on a d'avoir un programme national reconnu. Et ça va être intéressant aussi pour nos moniteurs qui vont être formés parce qu'ils vont pouvoir travailler comme moniteurs partout au Québec dans un programme de la Société de sauvetage. Ce programme-là, c'est une super opportunité, autant pour la ville de la Malbaie que pour la ville de Baie-Saint-Paul qu'on a, pour avoir quelque chose d'uniforme, de reconnu au niveau national, une certification qui va venir augmenter le niveau à la hausse, évidemment, là, pour nos formations à la maison, pour nos plus petits aussi. Évidemment, va venir nous aider à diminuer le risque de noyade. On travaille beaucoup là-dessus partout au Québec en ce moment. Dans les années 90, on comptait de 120 à 130 décès par noyade au Québec. Depuis la mise sur pied des différents programmes de formation et de prévention de la Société de sauvetage, ce nombre a maintenant diminué à 80. Vous savez, la Société de sauvetage, c'est un organisme à but non lucratif. On est là depuis plus de 100 ans au Québec. Puis, notre mission première, c'est de favoriser les interactions sécuritaires avec l'eau pour éventuellement prévenir là, les incidents et les noyades. Puis, on souhaite, nous, que tous les jeunes puissent apprendre à nager au Québec. Puis ça nous prend, justement, vous, des moniteurs pour pouvoir leur enseigner. Puis d'ailleurs, le ministère de l'Éducation finance la formation des sauveteurs et des moniteurs à partir du programme de médaille de bronze. Autrefois administré par la Croix-Rouge, le programme de natation Nager pour la vie existe depuis 2002, mais a été transféré en 2022 seulement à la Société de sauvetage. Il y a 5 modules, donc parents-enfants, où il y a 3 niveaux, et c'est le seul module où les enfants vont s'inscrire selon leur âge. Alors, c'est pour les enfants là, de 4 mois, dépendamment là, du gestionnaire aquatique et ou de la température de l'eau. Là, on peut débuter à 4 mois et ça va jusqu'à 3 ans. Ensuite, on aura le module préscolaire qui a 5 niveaux. Et à partir de là, donc,
3 et 5 ans. À partir de là, bien là, ça va être selon les aptitudes de l'enfant. Alors, ce n'est pas toujours des préalables pour passer au niveau suivant. Si l'enfant sait déjà mettre le visage à l'eau, il va pouvoir passer à un niveau plus élevé. Si un enfant débute à 6 ans ou même s'il débute à 8 ans, bien, on va le mettre dans les niveaux de nageurs. En tout, il y a 10 nageurs. Rendu au nageur 7, c'est une initiation au sauvetage. Mais il y a encore plus de 60 du programme que c'est relié aux habiletés et au nage. La Société de sauvetage souligne que le programme reste très flexible pour mieux s'adapter au milieu et à la communauté. Autant à la Malbaie qu'à Baie-Saint-Paul, Nager pour la vie est implanté à la session d'automne. Fait qu'un peu comme on dit depuis le début, c'est nouveau pour tout le monde. Nos responsables aquatiques, nos formateurs, nos moniteurs de natation sont Simon Fortin au niveau de Baie-Saint-Paul et Anne-Julie Lavoie pour la Malbaie. À la Malbaie, on forme en ce moment 6 moniteurs. À Baie-Saint-Paul, vous en formez 10. Incluant des niveaux pour adultes ainsi qu'un niveau visant à l'amélioration de la forme physique, le programme commence en douceur dans la région de Charlevoix avec une offre plus restreinte. Présentement, on offre la brochette un peu comme on vient de voir là, de cours qui est de parents-enfants niveau 1 à 3, le préscolaire 1 à 5, le nageur 1 à 6. On n'a pas encore donné le nageur 7 à 10 parce que il demande un peu plus de temps, il faut s'adapter au nouveau programme. Mais à la session d'hiver, on a l'intention de donner les nageurs 7 à 10 autant à Baie-Saint-Paul qu'à la Malbaie. Parrainé par Sylvie Bernier, première médaillée olympique du Québec en plongeon, le programme Nager pour survivre concerne quant à lui le milieu scolaire. Mais j'ai vécu le plus beau moment de ma vie aux Jeux olympiques de Los Angeles en 1984 et j'ai aussi vécu le pire moment de ma vie dans l'eau. Mon lien avec la Société de sauvetage a été créé lors de l'enquête du coroner du décès de mon neveu Raphaël. Témoin de la noyade de son neveu qu'elle n'a pu sauver en 2002, l'athlète olympique s'investit depuis plusieurs années avec la Société de sauvetage dans le grand déploiement de Nager pour survivre, dont l'objectif est de permettre aux enfants de survivre à une chute inattendue dans l'eau. L'entrée par roulade pour le déboussoler, 1 minute de nage sur place, donc pour lui permettre justement de réaliser qu'est-ce qui vient de se passer. Je vais reprendre mon souffle et je vais essayer de localiser à quel endroit je vais pouvoir me diriger. Donc, une distance de 50 mètres à la nage. Et là, c'est vraiment un déplacement. Ce n'est pas un style de nage qu'on va évaluer. Conçu pour une formation en milieu scolaire et subventionné par le ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur, ainsi que par la Fondation Princesse Charlène de Monaco, ce sont les écoles qui doivent demander le programme pour en faire bénéficier leurs élèves. Notre souhait, notre rêve à tous, c'est que tous les enfants du Québec sachent nager. Oui, pour prévenir la noyade, c'est certain, mais aussi beaucoup, ce qui, moi, est mon souhait, mon désir, c'est que les enfants puissent découvrir les plaisirs de l'eau, la joie de jouer dans l'eau, comme je l'ai toujours fait depuis que je suis toute petite. On sait que les enfants au Québec savent se baigner. Donc, de faire la différence et la distinction entre se baigner et nager, c'est peu connu. De se baigner, on finit par pouvoir mettre les pieds dans le fond d'une piscine ou d'un lac ou une rivière. Mais nager, c'est d'être capable de... Le nouveau programme de natation débute cette semaine déjà à Baie-Saint-Paul et à la Malbaie. D'autres inscriptions viendront pour la saison hivernale. C'est ce qui conclut les actualités cette semaine. Au nom de toute l'équipe, merci d'avoir été des nôtres et à la prochaine.